denke, ich fange an. Wir fangen an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem zweiten Mittagsanlass zum Geburtstag der Ottawa-Charta. Die Ottawa-Charta ist ein Dokument, das zwar 40 Jahre alt ist, aber noch nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Spätestens seit der Charta wissen wir, dass Gesundheitsförderung auch auf Ebene der Strukturen und der Politik handeln muss, beispielsweise durch die Umsetzung einer gesundheitsfördernden Darmpolitik. Dies ist das Thema von unserem heutigen Mittagsanlass. Bevor ich zum Programm komme, möchte ich kurz die Organisatorinnen des Anlasses vorstellen. Hier sehen Sie die Leitung und den Ausschuss der Fachgruppe Gesundheitsförderung und Prävention von Public Health Schweiz. Wir sind circa 140 Mitglieder und aus ganz verschiedenen Berufsfeldern. Heute bin ich von diesem Ausschuss dabei. Mein Name ist Andrea Zumborn. Ich arbeite an der Fachhochschule Nordwestschweiz und bin Professorin für Gesundheitsförderung und Prävention in der sozialen Arbeit. Falls Sie Interesse an dieser Fachgruppe haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auf uns zukommen. Nun kommen wir zum Programm vom heutigen Mittagsanlass. Ich werde gleich das Wort an Karin Zürcher von der Unisanté weitergeben. Sie wird uns heute durch den Anlass durchführen. Anhand der Folie sehen Sie schon, dass es ein französischer Anlass ist. Die Präsentationen und die Moderation sind auf Französisch. Ihnen steht aber eine Simultanübersetzung zur Verfügung. Wie Sie diese Simultanübersetzung einstellen, entnehmen Sie dem Chat. Dort steht es geschrieben. Aber hier auch in aller Kürze, bitte klicken Sie auf die 3 Punkte, die Sie oben in der Leiste sehen. Dort können Sie dann Sprache und Sprechen anwählen. Und bei den Einstellungen können Sie die Live-Untertitel anstellen. Dort müssen Sie dann auf Französisch und auf Deutsch wechseln. So viel zum Organisatorischen. Ich gebe das Wort weiter an Karin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Andrea Zumborn pour l'ouverture. J'ai le plaisir effectivement de modérer cette deuxième conférence du cycle consacrée à une thématique à la fois centrale en promotion de la santé, mais on le verra aussi sensible et parfois complexe également, la thématique du plaidoyer en santé dans toutes les politiques, l'action politique en promotion de la santé. En promotion de la santé, le plaidoyer peut se définir comme l'ensemble des actions qui visent à influencer les décisions politiques ou institutionnelles ou organisationnelles sur la base de données probantes pour créer des environnements et des conditions favorables à la santé et favorables à l'équité. L'approche santé dans toutes les politiques, quant à elle, elle vise à intégrer systématiquement les enjeux de santé dans l'ensemble des politiques publiques, y compris, on le verra, en dehors du seul champ sanitaire. Ces deux approches sont étroitement liées puisque sans le plaidoyer, la politique, la santé peine à trouver sa place dans les arbitrages politiques. Et sans une approche de santé dans toutes les politiques, le plaidoyer, lui, court le risque de rester cantonné au seul secteur de la santé, alors même que les déterminants de la santé sont, on le sait, largement ailleurs. Nous aurons 3 exposés au programme, comme que vous voyez à l'écran. Ils illustreront concrètement le lien entre plaidoyer et santé dans toutes les politiques, particulièrement en Suisse, dans 3 champs d'action bien différents, le tabagisme, la prévention des accidents, et puis l'alimentation. Ces interventions, elles vont partager une même question en filigrane: comment agir sur les cadres et les environnements de vie pour améliorer durablement la santé? Elles s'appuieront sur une trame commune. On va chaque fois aborder la problématique de santé publique visée, les changements structurels qui sont recherchés, les stratégies de prévention qui sont mises en œuvre, les leviers mobilisés et certainement pour conclure des éléments d'enseignement. Chaque exposé durera environ 10 minutes.
Un temps de questions et de discussion est prévu à l'issue des 3 exposés, donc à la fin de la session. N'hésitez pas à noter vos questions au fil des présentations dans le chat. Nous commençons avec le premier exposé consacré au contrôle du tabac, un champ emblématique du plaidoyer en santé publique, en Suisse comme ailleurs. Je donne la parole à mon collègue Jérémy Cros, chargé de projet au secteur prévention du tabagisme au sein du département promotion de la santé et prévention à Unisanté à Lausanne. Merci Jérémy. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue pour cette présentation. Alors tout d'abord, on va commencer dans le vif du sujet. Quel est l'enjeu? Comme vous le savez très certainement tous, le tabagisme, c'est un problème de santé majeur. C'est en effet le principal facteur de risque des maladies non transmissibles, comme le cancer, le diabète, la première cause de diminution de la qualité de vie et d'années de vie perdues, mais aussi la première cause de décès évitable en Suisse. Selon les derniers chiffres de 2022 de l'enquête suisse sur la santé, le tabagisme il est responsable d'environ 9200 décès par année, ce qui représente environ 12% de tous les décès. À titre de comparaison, le tabagisme il a tué en 2022 6 fois plus de personnes que la sédentarité ou encore l'alcool, ou encore 2 fois plus de personnes des suites du Covid-19. Ces 9200 décès, ils ne sont pas le résultat d'un phénomène soudain, mais plutôt le résultat de plusieurs décennies de consommation élevée de tabac. Si l'on regarde tout d'abord les ventes de cigarettes au cours du temps, on peut voir que l'on a atteint un pic dans les années 1970, c'est plus précisément en 1972, avec près de 4000 pièces qui étaient vendues par habitant et habitante. Les ventes, mais aussi les chiffres de prévalence, la partie droite de ma slide, on peut voir qu'elles baissent ensuite probablement en raison d'une prise de conscience des dangers du tabagisme, avec notamment les rapports de plusieurs consensus scientifiques qui ont eu lieu dans les années 1960. La prévalence du tabagisme, elle est restée globalement stable sur les 20 dernières années et à des niveaux élevés. En 2022, il y avait environ une personne sur 5, on est à 24% des 15 ans et plus qui rapportaient fumer. La prévalence, elle est restée élevée avec l'arrivée sur le marché des nouveaux produits comme le tabac chauffé dans les années 2015, la cigarette électronique dans les années 2020 à peu près, pour la partie jetable, le snus ou encore les sachets nicotinés qui compensent en fait la baisse des ventes de cigarettes. Sur la partie gauche de mon graphique, on a simplement illustré le tabac chauffé ici, mais vous pouvez voir que globalement, les ventes sont restées globalement stables, malgré la baisse des ventes de cigarettes. Pour l'industrie du tabac, les nouveaux produits, ils offrent un fort intérêt commercial car ils bénéficient notamment d'avertissements et d'une taxation plus favorable que les cigarettes conventionnelles. Alors, au final, pour diminuer la consommation de tabac et in fine la morbidité et la mortalité, il y a plusieurs mesures efficaces qui ont été identifiées. Il s'agit notamment d'augmenter les prix, la taxation, avec une recommandation de l'OMS d'être aux alentours de 75% et plus, d'introduire des mises en garde et le paquet neutre, d'interdire toute forme de publicité, de promotion et de parrainage, de sensibiliser les personnes au danger du tabagisme, d'encourager l'arrêt et de soutenir les normes sociales sans tabac par le biais de campagnes de prévention, mais aussi d'offrir des aides à l'arrêt du tabac, comme par exemple en remboursant les substituts nicotiniques, mais aussi en protégeant les personnes de l'exposition à la fumée passive, comme par exemple en interdisant de fumer dans les lieux publics. Dans le cadre de cette présentation, nous allons revenir un peu plus en détail sur l'implémentation des avertissements sanitaires et de la protection contre le tabagisme passif en Suisse. Si l'on regarde tout d'abord les mises en garde, on peut voir que les États-Unis ont été le premier pays à imposer des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes en 1966. Ça arrivera 14 ans plus tard en Suisse avec l'intitulé « La fumée du tabac peut mettre votre santé en danger ». En 2001, le Canada est le premier pays à introduire des avertissements sanitaires sous la forme de pictogrammes. Et en Suisse, ça arrivera 9 ans plus tard avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Concernant le paquet neutre, l'Australie a été le premier pays à l'adopter pour les produits du tabac en 2012 et il faut savoir que ce n'est toujours pas le cas en Suisse à ce jour. Par rapport à la fumée passive, on peut dire que les années 1980, elles ont été marquées par un nombre croissant de preuves sur la nocivité du tabagisme passif.
Et en 2004, c'est l'Irlande qui est devenue le premier pays à mettre en œuvre une interdiction de fumer dans l'ensemble des lieux publics intérieurs. Cette même année, une initiative parlementaire fédérale est déposée pour une législation sans fumée. Elle conduira à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif 6 ans plus tard, donc en 2010 en Suisse, qui interdira de fumer dans les lieux publics intérieurs ou dans les lieux de travail qui servent à plusieurs personnes. Cette loi, elle autorisait les cantons à édicter des dispositions plus strictes pour la protection de la santé, et le Tessin a été le premier canton à interdire de fumer dans les lieux publics intérieurs en 2007. Il sera ensuite rejoint par 15 autres cantons. En 2019, le Valais va plus loin et interdit la consommation de cigarettes électroniques dans sa loi sur la fumée passive. Et en 2023, le canton de Genève interdit de fumer dans des lieux extérieurs tels que les aires de jeu, les piscines ou encore les transports publics. En 2024, cette fois c'est la loi fédérale sur les produits du tabac qui est mise à jour pour inclure les cigarettes électroniques. Donc ces brefs retours historiques qui montrent plusieurs choses. Tout d'abord qu'il faut du temps pour que les données claires soient transposées en loi protectrice, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comparativement à d'autres pays, la Suisse a été relativement lente, suivant une politique par petits pas. Et en troisième point, c'est que les cantons ont souvent été pionniers dans la mise en place de politiques de santé publique. Nous allons à présent évoquer le cas de l'interdiction de la publicité. En 1964, le Conseil fédéral autorise la publicité à la télévision, mais interdit celle pour le tabac. On peut dire que c'est la première réglementation fédérale de lutte contre le tabagisme. Lorsque les radios ont été autorisées à diffuser de la publicité en 1982, le tabac a aussi été exclu. Des initiatives populaires fédérales visant à interdire la publicité pour l'alcool et le tabac ont été rejetées en 1979 et en 1993. Par la suite, les cantons ont de nouveau agi précocement, par exemple en 2000, où le canton de Genève devient le premier canton à interdire la publicité pour le tabac sur le domaine public et sur le domaine privé visible du domaine public. Le canton de Genève sera ensuite suivi par 13 autres cantons. En 2020, Bâle-Ville est le premier canton à inclure la cigarette électronique dans l'interdiction de publicité. Au niveau fédéral, en 2022, l'initiative populaire « Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac » a été acceptée par la population. On y reviendra plus en détail par la suite. En attendant sa mise en œuvre, le Valais est le premier canton à interdire la publicité dans les points de vente en 2023. Et bien entendu, en 2024, la nouvelle loi sur les produits du tabac, la LPTAB, interdit la publicité dans l'espace public, dans les cinémas et lors des manifestations sportives. La LPTAB, elle doit encore être modifiée pour inclure les exigences relatives de l'initiative dont la mise en œuvre est attendue pour 2027. Alors nous allons à présent rentrer plus précisément dans la stratégie de plaidoyer qui a permis à ce que l'initiative populaire Enfants sans publicité pour le tabac soit acceptée par près de 57% des personnes votantes en février 2022. On va tout d'abord passer en revue les arguments des opposants et des partisans. Les opposants à l'initiative étaient principalement des organisations économiques et des partis conservateurs, des membres des industries du tabac et de la publicité. Ils ont formé une coalition en utilisant plusieurs arguments, parmi lesquels l'initiative proposée revenait à interdire totalement la publicité pour le tabac. Ça, c'était la base. Or, pour eux, la liberté, telle qu'inscrite dans la Constitution, implique que les produits légaux ne devaient pas être soumis à une interdiction totale de publicité. Le deuxième élément était que pour eux, la nouvelle loi réglementait suffisamment la publicité et protégeait les jeunes. Un autre élément évoqué était que de toute façon, ce n'était pas la publicité qui incitait les jeunes à fumer, mais la curiosité, la pression des pairs ou encore l'environnement personnel. Et enfin, l'initiative menacerait certaines entreprises et les emplois qui en dépendent, car la publicité est une source importante de revenus. Par ailleurs, ils ont évoqué le fait que l'initiative augmenterait également le coût de la vie et que si l'initiative est adoptée, d'autres interdictions de publicité suivront pour des produits tels que les saucisses, l'alcool, les sucreries, les aliments gras ou encore les voitures. C'est l'illustration que vous avez sur la partie basse. Concernant les partisans de l'initiative, ils étaient composés d'organisations de santé et de jeunesse, membres de l'Alliance, et les partis politiques sociaux-démocrates, ainsi que des professionnels de la santé.
Les arguments qui étaient évoqués étaient les suivants. Plus une personne commence à fumer tôt, plus les conséquences à long terme sont graves. La plupart des personnes fumeuses commencent à consommer alors qu'ils sont mineurs et la publicité pour le tabac cible principalement les adolescents et les jeunes. La Suisse a l'une des politiques de lutte contre le tabagisme les plus faibles d'Europe et la nouvelle loi, telle qu'elle a été proposée, autorisait toujours la publicité dans les journaux, lors de festivals, dans les points de vente et en ligne. Par ailleurs, des preuves scientifiques montrent que la publicité encourage la consommation et que les interdictions de la publicité pour le tabac réduisent l'initiation au tabagisme et la consommation. Enfin, on ne peut pas parler de responsabilité individuelle lorsqu'il s'agit d'enfants qui sont la cible de stratégies marketing élaborées. Les enfants et les adolescents doivent être protégés contre les déterminants commerciaux de la santé car ils y sont particulièrement vulnérables. Et cette protection doit primer sur les intérêts des entreprises. Alors, quels ont été les facteurs de succès de cette stratégie de plaidoyer? Le premier facteur clé, ça a été le cadrage. L'initiative, elle a été présentée avant tout comme une mesure de protection des enfants et des jeunes. C'est un objectif éthiquement incontestable qui laisse très peu d'espace à des contre-arguments fondés sur la liberté économique ou encore les intérêts de l'industrie. Cette approche, elle a fortement résonné dans la population qui considère qu'il est de la responsabilité collective de protéger les jeunes et de favoriser leur développement en bonne santé. Un autre élément important a été de traiter le tabac comme un enjeu spécifique, sans l'associer à d'autres substances comme l'alcool, comme ça avait pu être le cas et rejeté par le passé. Cette focale, elle a permis de clarifier le débat, d'éviter les amalgames et de maintenir un message simple, cohérent et facilement compréhensible pour le grand public. Le contexte sociétal a également joué en faveur de l'initiative. L'industrie du tabac bénéficie aujourd'hui d'une image largement négative et d'un faible niveau de confiance auprès de la population. Cette perception, renforcée par l'évolution des normes sociales et plusieurs controverses médiatiques, a affaibli la crédibilité des arguments des opposants et limité leur capacité à convaincre. Enfin, le succès repose aussi sur une coalition très large. Elle ne se limitait en effet pas seulement aux acteurs traditionnels de la santé publique, mais incluait des organisations médicales, de jeunesse, de sport, ainsi que des responsables politiques. Cette diversité a renforcé la légitimité du message et donné à la campagne un caractère transversal et rassembleur. La coalition a par ailleurs assuré l'essentiel du financement de la campagne. Cet autofinancement a permis une plus grande autonomie stratégique et une présence constante tout au long de la campagne sans dépendre de soutien externe. Et enfin, en parlant de la communication, elle a été un facteur aussi déterminant puisqu'elle s'est appuyée sur une préparation rigoureuse des messages, le recours à des professionnels de la communication et la crédibilité d'experts en santé publique. Bien entendu, il y a eu des communications aussi, disons, par le biais des outils numériques qui a permis d'élargir la portée de la campagne. Pour conclure, qu'est-ce que l'on peut dire de ce cas de figure? Les enseignements clés pour la promotion de la santé, c'est qu'il est préférable parfois de privilégier ce qui est acceptable pour l'opinion publique, en l'occurrence dans notre cas de figure, la protection des jeunes, comparativement à ce qui peut être préférable en termes de santé publique, comme là, il aurait pu s'agir d'interdire toute forme de publicité. Et puis, par le biais de cet enseignement, il rappelle aussi la puissance de la mobilisation citoyenne pour définir des politiques de santé publique cohérentes. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je reste bien entendu à disposition à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérémy Cros, pour cet excellent exposé. Il montre donc que le plaidoyer se construit dans le temps, en particulier dans la thématique du tabac, mais pas uniquement, qu'il se construit au sein de dynamiques qui sont marquées par des rapports de force qui sont complexes et variés. Montrer aussi que les avancées en matière de contrôle du tabac en Suisse exigent des processus exigeants, mais qui a un levier réel, en particulier au niveau des cantons dans un système fédéral. L'exposé rappelle combien le plaidoyer appuie sur la recherche, la mobilisation citoyenne, les alliances larges est essentiel pour créer des environnements favorables à la santé et défavorables ou entravant les déterminants commerciaux de la santé. Merci beaucoup. On va poursuivre avec le deuxième exposé, consacré cette fois-ci aux enjeux de sécurité et de prévention des accidents. Il montrera comment les politiques de sécurité mises en œuvre dans des contextes très concrets
contribuent directement à la santé et à la qualité de vie. J'ai le plaisir de donner la parole et l'écran à Annick Rivalski, directrice suppléante du Bureau de prévention des accidents à Berne. Merci Karine. J'ai juste une question technique. Ça joue, on voit la présentation? Oui, Super. Merci beaucoup de la possibilité qui m'est donnée de parler du BPA, donc du Bureau de prévention des accidents. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, le BPA s'occupe de prévention des accidents non professionnels. Depuis 1938, c'est une fondation nationale, une fondation de droit privé, mais qui a un mandat légal pour faire cette prévention des accidents non professionnels dans toute la Suisse et pour toute la population, donc depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées. Oups, juste un petit. Voilà. Encore ce matin, c'est drôle et pas drôle, mais on a eu une personne qui est venue pour un entretien pour un poste et qui s'est fait hier shooter par une trottinette sur un trottoir. Et voilà, souvent, quand on parle d'accidents, quand il y a des accidents de voiture ou d'autres types d'accidents, on dit ah là là, c'est la fatalité, ou c'est le hasard, ou c'est la faute à pas de chance. Mais en fait, les accidents sont vraiment très clairement liés à un contexte, à des environnements, à des décisions politiques. Ce matin, vous êtes allé au travail, vos enfants ou les enfants en général se sont rendus à l'école. Et selon la commune dans laquelle ces enfants habitent, si les pistes cyclables sont séparées du trafic automobile ou pas, si on a des trottoirs larges, si les zones devant l'école sont à des vitesses réduites, si l'éclairage est suffisant ou pas. Quand les enfants de ces deux communes différentes rentrent de l'école, en plus par heure d'hiver, le soir, si un accident se produit ou pas, c'est vraiment lié à des décisions politiques et qui ont d'ailleurs cours actuellement, en l'occurrence à Genève, il y a des grosses discussions autour de ces questions du 30 km/h par exemple. Et là, on sait très clairement que c'est quelque chose, on parlait tout à l'heure de données probantes, on sait que la réduction de la vitesse a une influence sur les taux d'accident, on réduit le risque de 50% dans les localités. Et vraiment, cette idée de plaidoyer, c'est la manière de transférer en fait toutes ces données basées sur l'évidence qu'on a, qui sont à notre disposition, pour les traduire en décisions politiques, parce que c'est là qu'on peut influencer sur le cadre et les normes pour pouvoir avoir un environnement plus sûr. Donc, la structure de ma présentation, c'est la même que les autres. Quel est le problème de santé publique auquel on s'adresse, quels changements sont recherchés, la stratégie de plaidoyer, et puis les résultats et les enseignements. Donc, la question des accidents non professionnels concerne en fait 1 million de personnes par année en Suisse. Donc, c'est un chiffre quand même très important. Si on le décompose un petit peu pour voir ce que ça concerne concrètement, on a 48 000 personnes qui se blessent chaque année au point d'être arrêtées 3 mois. Donc, c'est vraiment la définition de l'accident non professionnel. Bien sûr, ça touche ces 48 000 personnes, mais selon le rôle qu'elles ont dans leur famille ou à leur place de travail, ça va toucher bien évidemment d'autres personnes et ça va avoir des enjeux beaucoup plus larges. On a 1000 accidents non professionnels qui se soldent aussi chaque année par une invalidité. On peut penser aux accidents de snowboard, par exemple, sur les pistes de ski. On a aussi une Suissesse ou un Suisse sur 8 qui doivent consulter chaque année un médecin en raison d'un accident non professionnel. Bien évidemment, c'est normal d'aller chez le médecin quand on est confronté à un accident, mais on a là une question de surcharge du système de santé. On l'a vu pendant le Covid et puis aussi plus récemment avec Crans Montana, quand on a des événements tout à coup non prévus qui surchargent le système de santé. On conseille aux gens d'éviter certaines activités pour ne pas surcharger ce même système. Donc, on a un enjeu ici. Et puis, on a plus de 2400 accidents non professionnels par an qui sont mortels, malheureusement. Parmi ces accidents, il y a aussi des accidents d'enfants. Et le BPA vient d'édicter dans son nouveau programme la vision zéro pour les accidents mortels d'enfants. Ça ne devrait pas c'est pas concevable qu'en fait des enfants décèdent de suite d'accidents en Suisse.
Dans quel domaine ces accidents ont lieu? Donc, on identifie toujours 3 domaines. Il y a la circulation routière d'une part, il y a le sport et l'activité physique d'autre part, et puis l'habitat et les loisirs. Le thème qui nous préoccupe le plus et où il y a le plus d'accidents, c'est dans le domaine de l'habitat et des loisirs, et c'est la question des chutes et la prévention des chutes, qui est en effet un grand thème pour le BPA. Ces accidents non professionnels engendrent également des souffrances, donc il y a les blessures et les douleurs, les hospitalisations de longue durée, les arrêts de travail, pauses forcées dans la vie de famille, selon la vie de famille qu'on a, et puis dans le pire des cas, invalidité ou décès, donc c'est une charge très très lourde. Et en termes de coûts économiques pour la société, les accidents professionnels coûtent à la société 12 milliards de francs par an. Donc, ça comprend les frais médicaux, les dommages matériels, les pertes de production, les frais de réoccupation des postes, les coûts administratifs. Et puis, en particulier, pour la circulation routière, les frais de justice et police. Donc, on est véritablement face à un problème de santé publique très important qui concerne 1 million de personnes et qui occasionne des coûts pour la société à hauteur de 12 milliards de francs. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette question-là, de viser des changements. Et les changements recherchés par le BPA sont vraiment autour des environnements plus sûrs. Bien évidemment, les comportements jouent aussi un rôle, mais le BPA a édicté des principes de prévention pour une prévention efficace. Et la prévention structurelle intervient en première ligne pour sécuriser les environnements, pour pouvoir ensuite sécuriser la situation. Je parlais des accidents d'enfants dans les communes. C'est sûr, c'est bien d'avoir de l'éducation routière et puis que les enfants portent les gilets pour être visibles. Mais si tout l'environnement autour n'est pas sécurisé, ça sera quand même très compliqué. Il y a beaucoup plus d'influence à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est la réduction de l'exposition au risque, la protection des groupes vulnérables. On l'a entendu aussi tout à l'heure, bien évidemment, quand on parle de personnes qui ont plus de difficultés à se protéger elles-mêmes, comme les enfants, les jeunes ou les personnes âgées, on a une oreille, bien entendu, plus attentive. Et puis, les comportements individuels, mais voilà, le BPA met le focus plutôt ici sur la prévention structurelle. Les niveaux d'action qui sont pertinents, donc j'ai dit le BPA, c'est une fondation nationale, mais qui travaille aussi en collaboration avec le niveau cantonal. Et ce qui est spécifique au BPA, c'est que l'organisation peut compter sur un réseau de délégués à la sécurité du BPA dans 1200 communes de Suisse. Donc le fait d'avoir ces différents niveaux d'action permet aussi d'avoir un plus grand impact de prévention pour pouvoir travailler sur des mesures qui touchent en effet les différents niveaux. Il y a aussi un niveau d'action organisationnel. Il y a toute une collaboration, si on pense aux accidents du sport, avec les associations sportives pour travailler aussi sur les chartes et les directives pour éviter aussi les accidents dans le domaine du sport. Par rapport à la stratégie de plaidoyer, donc le BPA, je l'ai dit, c'est une fondation indépendante. Elle est indépendante et neutre politiquement. Donc, chaque recommandation qui sort du BPA, elle est vraiment fondée sur des preuves, elle est basée sur des évidences scientifiques et le BPA ne doit pas s'impliquer politiquement. Par contre, ces évidences scientifiques doivent être là pour convaincre les politiques et le modèle de fonctionnement du BPA, c'est d'avoir tout sous le même toit. Il y a un secteur recherche qui travaille sur la base de ces données probantes et ensuite ces données sont traduites en mesures. Pardon. J'ai un souci entre mon écran et. Voilà, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas, mais disons. Là, normalement, c'est écrit recherche, formation, conseil et communication, c'est les 4 mesures. Donc, on a ces 4 volets qui sont travaillés vraiment ici au BPA et qui donnent de la consistance pour le plaidoyer. Donc ça, en fait, après, c'est ce qui est travaillé au sein du BPA. Donc, il faut s'imaginer ces 130 collaborateurs, collaboratrices qui travaillent pour toute la Suisse. Et en fait, le modèle de fonctionnement, outre le fait que les produits, les projets de prévention, les mesures sont préparés en interne, il y a un appui, en fait, sur les multiplicateurs. Donc, il y a vraiment un volet de travail avec ces multiplicateurs pour amener les mesures sur le terrain auprès des différents publics et dans les différents domaines.
Donc, c'est des acteurs et des actrices à différents niveaux. Ça peut être les policiers qui sont responsables de l'éducation routière, ça peut être aussi des architectes, ça peut être dans les communes, dans les différents cantons et différents services. Donc, il y a des collaborations vraiment multiniveaux pour permettre en fait d'ancrer ces mesures dans les normes et de les faire adhérer au niveau politique. Les alliances, bien évidemment, sont aussi très importantes. Travailler avec différents partenaires, par exemple, dans la prévention des chutes, il y a toute une collaboration qui se fait avec Promotion Santé Suisse, ProSenectute et FISU Suisse, et qui permet aussi d'inscrire la prévention des chutes à l'agenda politique. Comme pour le tabac, dialogue aussi hors et dans le champ de la santé, qui est important parce que l'accident arrive, mais en fait, les facteurs sont liés à différents secteurs de société. Donc, les leviers qui sont mobilisés, c'est les données et l'expertise, les recommandations et les normes, et puis ce travail intersectoriel qui doit ensuite être porté plus loin au niveau politique. J'ai pris un exemple, c'est le tabac, l'alcool parfumé, on peut en prendre plusieurs, donc où on voit que la prévention est efficace, bien sûr, en agissant sur les comportements, mais aussi avec l'idée d'influer sur les normes. Il y a d'abord tout un travail sur la base des données pour montrer le problème de santé publique, travailler en termes d'information, et puis ensuite ce travail de plaidoyer pour pouvoir ancrer ça au niveau politique et continuer à observer l'accidentalité. Et la bataille, j'ai envie de dire, est jamais gagnée. Il faut toujours travailler aussi dans la durée parce que les conditions fluctuent. Donc, au niveau du BPA, ce qu'on retient en termes de stratégie de plaidoyer et les leçons qu'on tire pour la promotion de la santé, c'est d'abord de pensée structurelle, d'agir sur les environnements, les normes et les cadres politiques, pas uniquement sur les comportements et vraiment focaliser l'action sur ces questions-là. Partir sur des données solides, vraiment toujours être capable de montrer en quoi vraiment on est face à une réduction d'une problématique. Définir les changements concrets, cibler quelles décisions on souhaite atteindre. Par exemple, le tabac disait avant de cibler aussi sur quelle partie on veut. Si on prend la question du 30 km/h, le BPA ne propose pas non plus d'introduire le 30 km/h partout, dans toute la Suisse, à tous les niveaux. C'est aussi d'avoir une approche raisonnée pour montrer qu'on veut vraiment adresser un problème particulier. Combiner les leviers d'influence, donc voilà, avec ce modèle sur recherche, formation, conseil et communication qui permet ensuite d'avoir une base solide pour convaincre les politiques et puis inscrire le plaidoyer dans la durée comme pour tout en prévention. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain, donc il s'agit d'être toujours sur les données et l'évolution de la situation et maintenir cet engagement stratégique. Voilà, j'ai fini pour ma partie et je suis aussi à disposition pour des questions ou des remarques. Merci beaucoup, Annick, pour cette excellente intervention. Elle montre bien des points communs avec la première intervention, mais elle montre bien aussi que la promotion de les politiques de sécurité, toujours fondées sur la recherche et les données probantes, tu l'as bien dit, le travail réseau, les alliances, contribue à la promotion de la santé bien au-delà du seul secteur sanitaire. Effectivement, merci beaucoup. Pour terminer, nous aborderons l'enjeu de la surconsommation de sucre à travers un exemple de mobilisation collective et d'action menée au niveau local. Pour faire évoluer les environnements et les pratiques, je donne la parole à Tiffany Martin, chef de projet à Diabète-Vous à Lausanne. Merci beaucoup, Karine, pour l'introduction. Merci aussi pour toute l'organisation et l'invitation. J'ai le plaisir de vous parler effectivement de Maybe Less Sugar. Je vais notamment axer ma présentation vraiment plutôt sur cet axe structurel, cet axe sociétal qu'on essaye vraiment de renforcer avec Maybe Less Sugar, au-delà de l'action populationnelle avec lequel on navigue vraiment au quotidien. Donc la problématique de santé publique dont je vais vous parler, c'est évidemment la surconsommation de sucre ajouté. On voit que notre consommation de sucre ajouté, elle est en forte augmentation ces dernières années. On a ces chiffres plutôt parlants et qui montrent qu'on est passé de 3 kilos par an par personne il y a un siècle à aujourd'hui 40 kilos par an par personne de sucre ajouté que l'on consomme.
Et puis, ce qu'on voit également dans la population en Suisse, hein, c'est que en moyenne, on consomme environ plus de 100 grammes de sucre ajouté par jour, alors que la recommandation est plutôt de maximum 50 grammes de sucre ajouté par jour pour des adultes. Et puis, ce que l'on sait, c'est qu'il y a évidemment un lien démontré entre la surconsommation de sucre ajouté et différentes maladies chroniques, hein, que l'on connaît bien, diabète type 2 notamment. Et puis, effectivement, avec des maladies chroniques telles que le surpoids et l'obésité, des problématiques telles que le surpoids et l'obésité. Et puis, c'est des problématiques qui touchent également la population suisse, hein. En Suisse, c'est 15% d'enfants et d'adolescents qui sont concernés par le surpoids ou l'obésité et presque un adulte sur deux qui sont concernés par le surpoids ou l'obésité. Le problème également avec le sucre, hein, je pense qu'on l'a vu avec les deux autres exemples, c'est que ici on parle d'un produit qui est extrêmement présent au quotidien, hein. Et le problème, c'est que on sait que l'environnement a une influence importante, notamment sur nos choix alimentaires. Il y avait cet exemple de la Fédération romande des consommateurs et consommatrices, qui date un petit peu maintenant, mais qui avait étudié les sucreries aux caisses. Je trouve qu'elle est plutôt parlante, cette étude, dans le sens où elle montre que sur les caisses qui ont été étudiées, 89,4% d'entre elles contenaient des friandises qui étaient accessibles aux enfants, que les enfants soient dans le caddie ou à pied. En train de marcher. Et puis, les deux produits qui étaient le plus retrouvés aux caisses, c'était le chocolat et les bonbons, hein, donc tous ces friandises qui se retrouvent aux caisses au moment où on doit aller payer. Et puis, ce que l'on voit aussi, c'est que le sucre, il est extrêmement associé à la récompense, hein, depuis qu'on est enfant. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre société, hein, de pouvoir offrir une sucrerie quand l'enfant a été sage, notamment. Le sucre, il est associé aussi à différentes fêtes. En Suisse, dans les supermarchés, dernièrement, on a pu voir beaucoup de chocolat pour la Saint-Valentin. Bientôt arriveront les chocolats pour Pâques. Ensuite, un petit peu plus tardivement dans l'année, on aura toutes les sucreries et les bonbons pour Halloween. Et puis dernièrement, ensuite, à Noël, on a tous les rayons qui sont remplis de diverses friandises telles que les chocolats notamment. Et ce qu'on voit, c'est que le sucre, il est aussi associé à une très large palette d'émotions. J'aime bien dire que le sucre, on consomme dans toutes les émotions possibles, hein, quand on est triste, quand on est content, quand on est stressé, quand on a envie de se donner un petit peu d'énergie, quand on a envie de se faire plaisir, quand on a envie de se récompenser. On a vraiment ce sucre qui est offert à soi-même. Et puis, a été mentionnée aussi la question de la publicité tout à l'heure avec la question du tabac. On voit que le sucre, lors des publicités, ici en tout cas en Suisse, elle vise principalement les enfants. Puis on voit que ça a un impact sur les choix alimentaires de la famille notamment, hein. Et puis le sucre dans les publicités est toujours associé au plaisir et associé aussi à des représentations qui sont positives. Donc, c'est toujours des émotions positives qui sont reliées. Ça donne de l'énergie, ça donne des bonnes émotions, ça donne du plaisir, hein. Puis, j'ai mis ici un petit exemple aussi. On voit la palette de couleurs cette fois-ci qui est couverte par les publicités, notamment le packaging, hein, des produits sucrés qui attirent globalement aussi beaucoup les enfants avec des personnages, beaucoup de couleurs, beaucoup d'attractivité dans ce sens-là, hein, à travers les packaging. Et puis quand on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est en Suisse par rapport à d'autres pays en termes de réglementation, vous avez ici un schéma qui montre quelques exemples de produits de boissons sucrées, combien de morceaux de sucre contiennent les boissons sucrées en fonction du pays, hein. Et puis on voit qu'en Suisse, on est, tout comme presque l'Allemagne, on est plutôt en tête de classement en termes de quantité de sucre par soda, qui ça bien évidemment dépend de législation par pays, hein. Et puis, donc en Suisse, on n'a pour le moment pas de législation spécifique par rapport au sucre, hein. On a pour le moment des mesures qui sont non contraignantes sur base d'un engagement volontaire. On connaît bien du coup la déclaration de Milan, qui est donc cette convention, hein, que les fabricants de boissons et d'aliments peuvent signer, donc sur engagement volontaire pour réduire la teneur en sucre de leurs produits, hein, et qui est de l'ordre de 5 à 10% en 5 ans de réduction de sucre
pour lequel il et elle s'engagent. Et aujourd'hui, il y a 24 entreprises suisses qui ont signé cette déclaration de Milan. Et puis, contrairement à d'autres pays, on n'a pas de taxe sur les boissons sucrées ou sur les aliments sucrés, contrairement à 80 autres pays. J'ai nommé ici quelques exemples de pays européens qui ont introduit des taxes, hein, donc la France, Portugal, Royaume-Uni, Belgique notamment. Ces taxes se concentrent majoritairement sur les boissons sucrées, et puis elle est progressive selon le taux de sucre. Et puis ce qu'on a pu voir avec ces différentes taxes, c'est que ce sont des mesures qui sont impactantes, mais non suffisantes en termes de changement de comportement. On a ici un autre exemple de mesures politiques, notamment le Royaume-Uni qui a interdit les pubs pour la malbouffe de façon générale, la malbouffe comme ils le disent, hein, ici dans l'article, donc qui ont introduit des mesures pour réduire la publicité en lien notamment avec les sucres ajoutés. De notre côté, avec Maybe Less Sugar, donc ce qu'on a voulu questionner un petit peu, c'est comment faire face à cette surconsommation de sucre ajouté, comment toucher les personnes les plus concernées. Donc pour cela, il y a toute une revue littérature scientifique qui a été menée, différents entretiens. Vous le voyez avec une panoplie aussi de disciplines qui ont été sondées. Et puis, ce qu'il en ressortait, c'est qu'effectivement, de la prévention comportementale à elle seule ne suffit pas. On a besoin de l'associer avec de la prévention dite structurelle. Donc, on doit faire changer les comportements, mais on devrait aussi pouvoir faire changer l'environnement afin d'avoir des changements de comportement qui soient efficaces. Donc, on a d'une part, effectivement, cette prévention dite comportementale où on cherche à pouvoir atteindre la population à travers des messages, des flyers, là que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, hein. On cherche à adopter une communication qui soit positive, on cherche à viser le bien-être aussi des personnes, hein. Donc, à travers cette action populationnelle, on encourage les individus à changer, à comprendre ce que sont les sucres ajoutés, savoir combien et où on en consomme, proposer des alternatives et toujours garder cet esprit de se faire plaisir autrement. Toujours ces messages positifs aussi de l'action Maybe Less Sugar. Et puis, le deuxième axe sur lequel on cherche à travailler, donc c'est cet axe plutôt sociétal où on va chercher à reconnaître la co-responsabilité de l'environnement. L'individu n'est pas le seul à pouvoir choisir ses comportements. L'environnement a une influence importante sur le choix de ses choix alimentaires. On a pour cela aussi défini une stratégie commune pour agir ensemble. On s'est notamment appuyé sur tout un réseau de partenaires. On a aussi créé beaucoup d'alliances. Puis ce qu'on cherche, c'est pouvoir encourager un environnement qui soit favorable à la santé, mettre le sucre au centre du débat, faire évoluer notamment aussi les normes sociales, et puis soutenir l'introduction de mesures structurelles pour agir sur l'environnement. Et puis pour rappel, donc l'action a été lancée en 2023 par Diabète Vaud en collaboration avec Unisanté, notamment le département de promotion de la santé et prévention, et en partenariat avec de nombreuses institutions de la santé et du social. Et puis le principe est inspiré de Dry January, où on encourage justement la diminution de consommation de sucre ajouté pendant le mois de mai. Vous avez ici un aperçu des partenaires, on en dénombre aujourd'hui 90 sur lesquels on peut s'appuyer. Vous voyez qu'il y a aussi toute une série, toute une panoplie de métiers de métiers et disciplines qui sont représentés, donc beaucoup d'associations, d'institutions de la santé et du social, plutôt pour les populations jeunes ou pour les populations en situation de précarité, populations tout venantes également. On essaie aussi de couvrir toute une panoplie aussi de personnes dans la population pour que celles-ci se sentent représentées à travers le projet. En 2023, il y a cet appel à agir qui a été lancé à Berne, donc un argumentaire qui a été porté par l'Alliance Alimentation et Santé, ainsi que Maybe Less Sugar, en collaboration avec, à l'époque, environ 50 organisations de la santé, où il y a différents arguments qui sont mis en avant, hein, différentes priorités, avec notamment une des priorités, c'est de pouvoir protéger les enfants face à la surconsommation de sucre ajouté et notamment créer un environnement favorable à la santé. Et pour cela, différentes demandes qui ont été mises en avant, hein, donc l'introduction d'une taxe progressive sur les boissons, la limitation de la publicité, renforcer les compétences nutritionnelles aussi. Donc vraiment un argumentaire assez large, assez fort pour pouvoir porter ces messages de santé publique. Et puis depuis 2023, différentes actions politiques qui ont eu lieu face à cette thématique de sucre ajouté. Il y a 8 objets politiques qui ont été recensés depuis 2023 sur la thématique des sucres ajoutés. Au niveau cantonal, un peu avant 2023, on a
également 3 initiatives politiques cantonales qui ont été proposées à Fribourg, à Genève et à Neuchâtel. Et au niveau communal également, depuis 2023, quelques initiatives politiques, quelques objets politiques qui ont été proposés. À ce stade, toutes celles qui sont nommées ici ont été rejetées pour 2 arguments principaux, hein. D'une part, car ce qui est mis en avant, c'est plutôt que c'est aux industries de fournir un effort volontaire et que la thématique de l'alimentation revêt de la responsabilité individuelle, et puis que des accords sont déjà existants, notamment la déclaration de Milan. Ce que l'on peut voir avec Maybe Less Sugar, c'est que l'engagement des partenaires est très fructueux, dans le sens où ils agissent comme des multiplicateurs, et puis ils peuvent proposer aussi des actions, notamment plusieurs partenaires qui proposent des desserts moins sucrés pendant le mois de mai, voire même pendant toute l'année. Des eaux aromatisées qui sont disposées dans les cafétérias, dans les lieux communs, où se rendent les collaborateurs, collaboratrices notamment, des fruits gratuits qui sont proposés durant le mois de mai pour les personnes qui sont dans les organisations, également des expositions sur les produits avec les différents sucres ajoutés, donc les boissons sucrées ou les aliments avec l'équivalent en sucre ajouté qui est disposé à côté, hein, pour faire réfléchir les collaborateurs, collaboratrices. Donc on vient ici vraiment modifier l'environnement pour encourager le changement notamment. Et puis j'ai proposé ici l'exemple de la commune de Morges, suite à un postulat du groupe des Verts qui a été déposé en 2024. Ce postulat a été accepté et différentes mesures et recommandations ont été mises en avant ici, donc notamment des desserts et des recommandations de goûter sans sucre ajouté, notamment dans la restauration collective pour les jeunes et les enfants, des panneaux de sensibilisation qui ont été disposés, et puis également des mesures de prévention et de sensibilisation pour les enfants et les jeunes qui ont été proposées et qui seront encore proposées dans les prochaines années. Et puis notamment la restriction publicitaire au niveau de la commune qui a été proposée ici. Et puis au niveau du canton de Vaud, on a actuellement un postulat qui est en cours d'évaluation pour introduire une taxe sur les boissons sucrées dans le canton. Et puis cette taxe serait du coup ensuite reversée aux activités sportives vaudoises. Le surplus, l'argent qui est du coup engendré par la taxe serait du coup de l'argent reversé aux activités sportives vaudoises. Donc on voit qu'il y a différents niveaux aussi sur lesquels on peut agir. Tout à l'heure, on parlait de niveau d'action organisationnelle, au niveau communal, au niveau cantonal. On voit qu'il y a différents niveaux sur lesquels on peut agir pour cette question du sucre ajouté. J'ai ici regroupé juste 3 petits messages qui, moi, me semblaient importants, hein, pour la thématique de la prévention structurelle. Ce qu'on a pu voir avec les 3 années de Maybe Less Sugar, c'est que l'alliance avec différents experts est extrêmement importante. Ici, on touche à la thématique de l'alimentation, mais on voit à quel point la communication est essentielle, l'apport de différentes disciplines extrêmement nécessaires pour porter des messages forts, pour que ces messages soient efficients aussi. On parlait tout à l'heure d'approches combinées, hein. On voit qu'avec les taxes dans différents pays, seule la prévention comportementale n'est pas suffisante, hein. On voit qu'on a besoin de ces 2 approches-là, ces 2 axes. Et puis l'effet multiplicateur, intéressant de voir aussi que toute une série d'institutions de l'organisation participent à cette action Maybe Less Sugar et mettent en place des petits changements au sein de leur propre structure pour sensibiliser au maximum sur la question des sucres ajoutés. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à disposition pour des questions également. Merci beaucoup, Tiffany, pour cette présentation inspirante, hein, qui montre de manière très concrète, tu l'as dit, la complémentarité, la nécessaire complémentarité entre prévention comportementale et prévention structurelle. Les 2 sont nécessaires, mais chacune à elle seule insuffisante si menée séparément. Une expérience qui montre aussi bien la force et la capacité du travail de plaidoyer qui démarre au niveau local, mais qui émarge et puis qui arrive jusqu'au niveau national pour amener des questionnements d'abord, hein, du débat public des questionnements, puis ensuite de proposer des conditions cadres qui soient plus favorables à la santé. Donc merci beaucoup. Et de nouveau aussi l'enjeu des coalitions, particulièrement emblématique dans cette action, puisque le nombre d'acteurs et la grandeur de l'alliance est très forte. Merci beaucoup. Ces 3 exposés sont bien différents dans leurs objets problématiques initiales, mais finalement, ils mettent en évidence des mécanismes ou des enjeux qui sont relativement communs.
J'ai noté tout d'abord que le plaidoyer en promotion de la santé s'appuie chaque fois sur des données probantes, hein. C'est vraiment cette capacité de partir des données factuelles pour amener des changements structurels. Deuxième point, que chaque fois, il y a une notion justement d'alliance, de travail intersectoriel pour amener finalement des changements qui sont concrets au niveau local, au niveau cantonal et au niveau fédéral, des éléments de changement concret dans les politiques et les environnements de vie. Finalement, les trois interventions montrent aussi que les chemins pour arriver à des modifications des conditions cadres sont parfois différents, plus ou moins rapides, on a envie de dire presque systématiquement assez longs dans le temps, et parfois variables aussi en termes de contexte et puis de problématiques. Je vous propose de prendre un temps maintenant des questions dans le chat, des questions plutôt transversales et génériques aux trois interventions. Sie können die Fragen auch auf Deutsch in den Chat schreiben und wir werden sie dann übersetzen. Karine, il y a une question déjà qui a été posée pour la deuxième présentation. Oui. Quels sont les donc c'était la présentation pour Annick De Annick. Rivalski sur la sécurité, la prévention des accidents. Quels sont les multiplicateurs au sein des écoles? Alors, bon, bah, comme tout le monde, on travaille aussi avec les enseignants quand on travaille sur tous les thèmes de prévention des accidents dans les trois domaines. Donc, on a un outil qui s'appelle les safety tools qui sont à disposition des enseignants. Après, dans le domaine de la sécurité routière particulièrement, on a un réseau avec les policières responsables de l'éducation routière. Donc, c'est des instructeurs, instructrices de la circulation qui sont environ 300 dans toute la Suisse. On les rencontre une fois par année dans un congrès où on discute avec eux ces questions de prévention, on leur fournit du matériel, on les rencontre aussi régulièrement dans des rencontres régionales. Et puis voilà, on est en échange constant avec eux pour développer aussi des produits de prévention qui sont utilisables pour eux, qui les aident à travailler dans ces écoles. Et eux font aussi le lien avec les enseignants. Donc on a la chance en fait d'avoir des intervenants qui sont habilités à aller dans les écoles avec le chapeau prévention et qui peuvent travailler autour de ces questions. Une deuxième question, toujours en lien pour les safety tools. Les enseignants sont informés lors des journées pédagogiques? Est-ce que vous pouvez les démarcher directement? Alors, on a différents canaux. On est en contact aussi avec la CDIP, puis son pendant latin aussi. On a aussi des enseignants qui, quand on développe ces safety tools, donc on travaille aussi avec des enseignants eux-mêmes qui valident aussi les contenus. Donc, eux, après, deviennent aussi des multiplicateurs de ces contenus. On a aussi des interventions à la HEP, dans les différentes HEP, pour présenter les safety tools. Donc, on a différents canaux pour rejoindre les enseignants, mais c'est vrai que c'est un point de difficulté parce que voilà, on sait qu'ils sont surchargés, la prévention n'est pas leur thème prioritaire, et puis de plus en plus c'est difficile aussi d'avoir des accès dans les HEP. On est en train de réfléchir à proposer des outils un peu clés en main, type webinaire ou choses en ligne, pour pouvoir aussi faire la promotion de nos safety tools. Et puis après, bien sûr, dans les journaux pédagogiques aussi destinés spécifiquement aux enseignants, les différentes plateformes. On essaie d'utiliser différents canaux. Oui. Merci beaucoup. Une autre question pour Jérémy Gros. Qu'en est-il de faire respecter les mesures? Par exemple, l'interdiction de fumer aux arrêts de transport public dans le canton de Genève, une législation assez récente. Donc, la question de l'application des mesures une fois les lois en vigueur. Très bonne question. Non, en toute honnêteté, j'ai pas personnellement de retour par rapport à ce qu'il en est. Nos collègues genevois auront très certainement plus d'informations que ça. Je suis désolé, je peux pas donner d'infos spécifiques. Je sais pas si toi, Karine, tu as des retours particuliers.
Pas spécifiquement, mais plus globalement, effectivement, on sait que c'est un vrai défi, hein. Notre défi d'acteur de santé publique en matière de plaidoyer, pas uniquement dans la thématique du tabac, c'est d'abord d'amener des modifications législatives réglementaires, puis une fois qu'elles sont là, les faire appliquer. Où c'est vraiment un deuxième champ de bataille en termes de travail de plaidoyer. Et puis pour ce qui est du canton de Genève, on sait qu'effectivement, il y a eu une adoption de la loi mais que la mise en œuvre maintenant, enfin ce sur quoi nous on en était resté, que ça pose des questions concrètes, pragmatiques, et puis ça diffère le moment où vraiment on applique les lois qui sont édictées. Donc, c'est un vrai défi. Il n'y a pas de contrôle, donc la réponse d'Eric Christie, il n'y a pas de contrôle ni même de sensibilisation pour le moment. Ouais, c'est effectivement ça. Il faut que la machine de contrôle se mettent en place, que les répartitions des compétences au niveau cantonal, local se mettent aussi en place, qu'il y ait une répartition des compétences. On va avoir le même défi pour l'entrée en vigueur de la loi fédérale par ailleurs. Une autre question, dans la formation d'alliance pour les campagnes présentées, quels acteurs de terrain au niveau local, commune ou autre se sont révélés particulièrement efficaces pour donner la résonance politique? Alors c'est une question transversale, peut-être j'aurais envie de l'adresser à Tiffany, peut-être pour cette notion d'alliance, lesquelles Mhm. sont particulièrement, ont peut-être plus de poids ou d'importance, quand bien même ils le sont tous. Mhm. Oui, effectivement. Je pense que l'exemple de la commune de Morges est assez intéressant dans le sens où ça représente un levier, ça représente comme un peu un premier essai, un premier pilote, hein, pour voir à quel point est-ce que ces mesures structurelles peuvent être applicables ou non. Après, on voit que les cantons sont également intéressés à se mobiliser. J'ai envie de dire plutôt peut-être au niveau communal, c'est peut-être un premier pas intéressant à aborder. Euh, Est-ce que ça pourra peut-être donner l'impulsion pour le niveau cantonal, le niveau fédéral? Ça, je pense que c'est une affaire à suivre également. Et puis peut-être Annick et Jérémy sur cette notion d'alliance, lesquels sont particulièrement porteurs en termes de capacité d'action. Bah, bon, je sais pas, ça dépend des domaines, mais voilà, on voit qu'il y a aussi, si je prends l'exemple du 30 km/h, parce que c'est aussi très actuel, nous, on a un intérêt de sécurité autour de ces questions, mais on voit qu'il y a d'autres acteurs qui travaillent sur ces questions autour de la qualité de vie, autour de la promotion de la mobilité douce, et puis voilà, de dire quel est le dénominateur commun d'un thème, voilà, Jérémy parlait aussi de comment dire, d'un contexte social qui est favorable, peut-être d'essayer aussi d'identifier quels sont les acteurs qui travaillent dans des champs différents, mais qui ont des intérêts communs pour travailler ensemble sur certains domaines. Notion de convergence d'agenda, hein, quand on parle d'alliance. Peut-être Jérémy, un dernier mot sur cette question avant de clore. Non, pas spécifiquement, forcément que c'est essentiel, mais au-delà de ça, non, pas grand-chose de plus. On prend la toute dernière question qu'on va devoir prendre assez rapidement. Merci beaucoup. L'enjeu de toucher les personnes en situation de vulnérabilité pour toutes les campagnes et les projets, bien sûr, mais là, la question, c'est en particulier pour la campagne Maybe Less. Peut-être Oui, un exemple, Tiffany, avant de pouvoir fermer. oui, c'est effectivement une très grande question, hein, et puis ce qu'on sait, c'est que ces campagnes de prévention, s'il n'y a pas une attention particulière qui est mise en œuvre, on touche souvent des personnes qui sont déjà sensibilisées, hein. Ce qu'on peut voir avec Maybe Less Sugar, en tout cas, c'est que ça lié avec les organisations qui œuvrent pour les personnes en situation défavorable sur le plan socio-économique, c'est ce qui fonctionne le mieux. Typiquement, pour nous, organiser des stands, organiser des ateliers directement auprès des organisations qui œuvrent pour ces personnes-là, c'est ce qui fonctionne à ce stade le mieux. Parce qu'effectivement, si on attend que ces personnes-là viennent, on peut attendre encore un bon petit moment, hein. Donc effectivement, d'aller directement auprès des personnes concernées, c'est ce qui fonctionne le mieux, et travailler directement avec les communautés, si possible même dans le développement des mesures et des actions pédagogiques et de communication.
Merci beaucoup. On est arrivé au terme de cette conférence. Grand merci pour la qualité des intervenants et des interventions. Elles étaient toutes excellentes. Elles montrent bien que le plaidoyer, c'est un levier central pour finalement faire vivre et mettre en œuvre la Charte d'Ottawa, que d'agir sur les déterminants structurels de la santé implique de s'inscrire sur la durée. Ça, on le voit dans les 3 exposés. On voit aussi qu'il faut articuler d'une part l'expertise scientifique, l'action collective, l'action citoyenne et puis les processus législatifs et politiques. Il faut être endurant, beaucoup d'échecs avant un succès. Il faut travailler sur les normes sociales et politiques pour y arriver. Le plaidoyer, ce n'est pas au final un supplément à la promotion de la santé, c'est vraiment une condition nécessaire pour inscrire la santé dans les politiques publiques. C'est aussi une condition nécessaire pour assurer l'équité, en lien avec la dernière question. C'est les mesures structurelles qui vont être les plus porteuses en termes d'équité. Merci encore une fois au nom de Santé publique suisse à nos 3 intervenants pour les contributions et merci à chacun, chacune pour la participation et je laisse le mot de la fin à Andrea. Genau, ich schließe nochmal mit einem deutschen Satz ab. Und zwar möchte ich Sie daran erinnern, dass wir im März und April und in den folgenden Monaten weitere solche Mittagsanlässe haben. Sie sehen die Daten auf dem Programm, auf der Webseite oder auch in den Folien, die wir Ihnen gerne zuschicken. Das hatte ich zu Beginn vergessen. Die Foliensets sind erhältlich, falls Sie da noch weiter studieren möchten. Sie finden im Folienset auch weitere Hinweise zu den Konferenzen von Public Health in diesem Jahr. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute, einen schönen Tag noch und hoffentlich auf bald live. Auf Wiedersehen. Bonne suite de journée à tous et à toutes. Bonne journée. Merci.